Phnom Penh, capitale du Cambodge, le 17 avril 1975. Les soldats Khmer Rouge entrent dans la ville. Les habitants les acclament, ils pensent que la guerre civile est enfin terminée. Mais en quelques heures, la situation tourne au cauchemar. Les Khmer Rouges ordonnent l'évacuation de la ville. Ils ferment les écoles, vident les hôpitaux, forcent les familles à quitter leur maison. En 3 jours, Phnom Penh est vidé de ses 2 millions d'habitants. C'est le début d'un rêve fou. Créer un Cambodge pur, sans ville, sans argent, sans intellectuels. Une utopie communiste, 4 années au pouvoir, 2 millions de morts. Ceux qui voulaient créer une nation de paysans vont bientôt réduire le Cambodge à néant. Je vais vous parler d'une des parties les plus sombres de l'histoire du Cambodge que j'ai découverte pendant mon voyage en Asie. Je vous parle ici du régime des Khmer Rouges, qui est un des régimes les plus durs que le XXe siècle ait connu. Restez là, je vais tout vous expliquer. Le Cambodge devient indépendant en 1953. C'est encore un pays rural et monarchique. Pendant ce temps-là, à Paris, un petit groupe d'étudiants cambodgiens se passionne pour le marxisme-léninisme, mais aussi pour le maoïsme. Ils développent ensemble une conviction radicale. La révolution ne viendra pas des villes ni des intellectuels, mais bien des paysans. À leur retour au Cambodge, ces anciens boursiers ont un rêve, un Cambodge pur, rural, collectiviste et débarrassé de toute forme d'individualité. Alors, à partir des années 1960, ils commencent à organiser la révolution dans la clandestinité. Ils recrutent, s'enfoncent dans la jungle et créent les premières bases de ce qui deviendra le mouvement Khmer Rouge. Ces anciens étudiants deviennent alors les dirigeants du mouvement. On les appelle les frères numérotés. Parmi eux, Pol Pot, de son vrai nom Salot Sar, devient le frère numéro 1, secrétaire général du parti et bientôt le leader suprême. L'armée Khmer Rouge grossit. La révolution est en marche et tout va basculer à partir de 1970. Alors, il y a énormément d'éléments à prendre en compte, mais je vais vous donner les principaux pour que vous ayez une idée du contexte global. D'abord, avant même l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges, le Cambodge est un pays ravagé par la guerre du Vietnam. On est en plein contexte de guerre froide, les Américains frappent fort pour empêcher le communisme de se propager. Les Nord-Vietnamiens communistes passent par le Cambodge voisin pour atteindre le sud. Les États-Unis bombardent très fort et c'est la population civile cambodgienne qui paye le prix fort. Imaginez-vous qu'il y a plus de bombes qui ont été lancées sur le Cambodge pendant la guerre du Vietnam qu'en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui va surtout précipiter l'arrivée au pouvoir des Khmer Rouges, c'est un coup d'État en 1970 qui renverse le roi Sihanouk, donc le roi du Cambodge, pour mettre à la place une junte militaire pro-américaine. La population s'oppose totalement à ce nouveau gouvernement, rejoint de plus en plus les rangs des Khmer Rouges, et dans l'ombre, dans la jungle, la révolution s'organise. Le 17 avril 1975, Phnom Penh tombe aux mains des Khmer Rouges. Ils assurent que tout ira bien, mais au bout de quelques heures, ils prétendent que les Américains vont bombarder la ville et demandent aux habitants de partir. Ils font même sortir les malades des hôpitaux. Ils forcent tout le monde à marcher à pied sous une chaleur écrasante. Rien que ce jour-là, 10 000 personnes trouveront la mort. En à peine quelques heures, Phnom Penh devient une véritable ville fantôme. Les banques sont détruites, les billets sont brûlés, les voitures sont abandonnées dans les rues. Les Cambodgiens ne le savent pas encore, mais ils sont envoyés dans des coopératives agricoles, coupées du monde moderne. Ensuite, tous les soldats du régime pro-américain sont exécutés. Les moines bouddhistes sont également envoyés dans les champs avant d'être exécutés à leur tour. Tout est remis à zéro. 1975 devient l'an zéro, le Cambodge est rebaptisé Kampuchea démocratique et ceux qui dirigent dans l'ombre se font désormais appeler Langkar. 1975, c'est ce qu'ils appellent l'an zéro, le début de la fin de la modernité, le retour à l'ordre ancien. En réalité, comme vous allez le voir, c'est plutôt le début d'un grand génocide. Les villes sont vidées et les habitants sont en réalité envoyés dans des coopératives agricoles où ils devront vivre selon un style de vie rural, en communauté. En théorie, c'est le grand retour à la nature. Dans les faits, c'est plutôt le camp de travail forcé. Le travail est forcé plus de 12 heures par jour dans les champs, sous une chaleur écrasante. Et malgré tout, la nourriture manque. Beaucoup meurent de faim, d'autres meurent de maladie. Dans les camps, l'individualité n'existe plus.
Tout le monde porte la même tenue, un simple vêtement noir. Plus de bijoux, plus de couleurs, plus de nom de famille. Tout le monde est camarade ou frère et sœur. Le pire dans les coopératives, c'est la surveillance. Les soldats Khmer Rouge sont partout, un faux pas, un mot de travers, et ils vous exécutent. Les chefs sont recrutés parmi les paysans. On les appelle le peuple ancien. C'est à eux de rééduquer le peuple nouveau, c'est-à-dire les anciens citadins, les intellectuels, les fonctionnaires. Et si la rééducation échoue, ils sont exécutés. Il y a des Cambodgiens qui ont été exécutés pour des raisons aussi absurdes que par exemple avoir mangé seul au lieu de manger en communauté, avoir volé un fruit ou encore avoir pleuré. Le pire, dites-vous que c'était même pas la vie dans les coopératives agricoles. Le pire, je l'ai vraiment vu quand j'ai visité S21, qui était la plus grande prison où étaient envoyés tous les traîtres du régime. Et je vais vous raconter tout ce que j'ai vu là-bas. S21, c'est un ancien lycée qui se trouve en plein cœur de Phnom Penh, qui a été transformé en centre de torture pendant le régime des Khmers rouges. Je l'ai visité et ça fait très froid dans le dos. Ici, tous les traîtres et parasites de la société étaient envoyés, c'est-à-dire les profs, les intellectuels, les médecins, les ethnies minoritaires et parfois même de simples fermiers accusés à tort. Porter des lunettes, une montre ou même parler une autre langue suffisait parfois à être exécuté. Les cadres du parti sont obsédés par la trahison. La paranoïa est permanente. Tout le monde est soupçonné d'être un traître en permanence. Et comme le dit leur slogan, mieux vaut tuer 10 innocents que laisser vivre un seul ennemi. Alors ils tuent sans limite. Dans les dernières années, même les plus hauts dirigeants tombent. Sur les 9 membres du comité central que l'on voit sur cette photo, 6 seront exécutés par leurs propres camarades. Une des histoires qui m'a le plus marqué quand j'ai visité S21, c'est l'histoire de Kerry Hamil que je vais vous raconter. Kerry Hamil, c'était un jeune néo-zélandais de 26 ans qui était parti en voyage en bateau en Asie. Il s'est fait arrêter alors qu'il traversait les eaux cambodgiennes par la marine Khmer Rouge et il a été envoyé à S21. À S21, il a été torturé et on lui a demandé d'avouer que c'était un agent de la CIA. Malgré le sérieux de la situation, il a décidé de jouer le jeu et de répondre avec humour. Il a avoué que c'était un agent de la CIA, que ses supérieurs c'était le colonel Sanders, le fondateur de KFC, et le Captain Pepper, qui est une référence à un album des Beatles. Malheureusement pour lui, les Khmers rouges n'avaient pas beaucoup d'humour. Ils ont noté sa déposition et l'ont exécuté. D'ailleurs, les exécutions n'avaient pas lieu directement dans les prisons, mais dans les killing fields ou les champs de la mort. Il y en avait un petit peu partout au Cambodge. Et j'ai visité un des plus grands killing fields à la sortie de Phnom Penh. Je vais vous raconter ça. Honnêtement, la visite des killing fields est assez dure. Les lieux ont été laissés à peu près tels quels. Donc t'arrives et tu marches sur un sol où des millions de personnes ont été brutalement assassinées. Ici, les prisonniers étaient envoyés en masse. Ils étaient tués à la machette ou au marteau car les balles coûtaient trop cher à l'époque. Ils étaient ensuite abandonnés tels quels dans le champ. Il y a une scène qui m'a marquée et qui m'a vraiment choquée. C'est cet arbre contre lequel les enfants et les bébés étaient frappés pour être tués. Et pourquoi? Tout simplement parce que les Khmers rouges pensaient que pour tuer une mauvaise herbe, il faut en arracher la racine. C'est comme ça que des familles entières ont été décimées. Heureusement, cet enfer va prendre fin en 1979 avec l'invasion vietnamienne. En 1979, le Vietnam, avec qui il y a des tensions depuis quelques années déjà, envahit le Cambodge et découvre l'horreur. S21 est libéré, les killing fields sont mis au jour et on estime que 2 millions de Cambodgiens ont perdu la vie sous le régime des Khmers rouges, soit un Cambodgien sur 4. Mais Pol Pot et ses proches ne sont pas arrêtés tout de suite. Ils trouvent refuge dans la jungle près de la frontière thaïlandaise où ils poursuivent une guérilla pendant des années. Sur le plan international, les États-Unis et leurs alliés ont préféré soutenir le régime des Khmers rouges jusque dans les années 90, non pas par affinité idéologique, mais plutôt pour affaiblir leur ennemi juré, le Vietnam. À l'ONU, par exemple, les Khmers rouges conservent le siège du Cambodge jusqu'en 1993. Quant à Pol Pot, il s'exile en Chine où il est soigné dans un hôpital. Parce qu'après avoir exécuté tous les médecins dans son pays, il pouvait pas se faire soigner. Et la médecine, c'est quand même bien pratique. Il ne sera jamais jugé par un tribunal international. En 1997, après une dispute interne, il est arrêté par ses propres hommes et jugé par un tribunal factice. Il mourra 1 an plus tard, sans réellement avoir payé pour ses crimes. Les autres dirigeants Khmer rouges, eux, ne seront pas jugés avant des décennies par un tribunal international mis en place par l'ONU.
mais ils sont déjà très âgés. Certains meurent avant la fin de leur procès et d'autres sont condamnés pour crimes contre l'humanité et génocide plus de 30 ans après les faits. Le Cambodge s'est depuis petit à petit reconstruit, mais les marques du passé restent encore très présentes. Dites-moi si vous connaissiez cette histoire en commentaire, j'ai l'impression qu'elle n'était pas non plus très connue en Europe. De mon côté, j'ai fait un grand voyage en Asie et je vous raconte plein d'histoires que j'ai découvertes. Si ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner. Je vous mets aussi en description des sources et des ressources pour creuser le sujet et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.